Personne de ma famille ne s'est présenté à ma remise de diplôme. Juste avant de monter sur scène, j'ai reçu un message, nous avons décidé d'aller au match de ton frère. Les remises de diplôme, c'est ennuyeux. Tu peux te débrouiller toute seule, a dit ma mère. Ce jour-là, j'ai décidé de changer de nom et de disparaître. Quand ils m'ont finalement retrouvé, ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont vu. Je m'appelle Ellie et j'ai 22 ans. D'où me regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti complètement invisible dans votre propre famille. Vous voudrez absolument rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. L'ironie ne m'a pas échappé, j'obtenais un diplôme en administration des affaires pendant que ma famille regardait mon frère de 19 ans lancer une balle. Tommy était apparemment plus important que ma remise de diplôme universitaire. Mais en même temps, quand ne l'avait-il pas été? J'avais appris à m'attendre à ce niveau de déception de leur part. Mais d'une manière ou d'une autre, cette fois-ci, c'était différent. C'était censé être mon jour. Un seul jour, juste un. J'ai récupéré mon diplôme avec un sourire plaqué sur le visage. J'ai serré la main du doyen et j'ai posé pour le photographe comme si j'avais un endroit où aller après, comme si quelqu'un m'attendait. Les familles autour de moi ont éclaté en acclamations et en applaudissements, les téléphones enregistrant chaque instant, des fleurs étant lancées. J'ai eu droit aux applaudissements polis d'étrangers qui se sentaient mal pour la fille qui marchait seule. Quelle générosité de leur part. Après la cérémonie, je me suis assise dans ma Honda Civic cabossée sur le parking, portant toujours ma toque et ma toge, regardant les familles célébrer ensemble. Les Anderson prenaient des photos près de la fontaine. La famille Chen avait des ballons et tout un entourage. Même le bizarre Kevin de mon cours de statistique avait sa grand-mère qui pleurait des larmes de joie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai pris un selfie. Juste moi avec ma toque de diplômé et le plus grand faux sourire que je pouvais arborer. Je l'ai posté avec la légende, je l'ai fait, et j'ai attendu. 15 minutes plus tard, j'avais des « j'aime » de camarades de classe et de professeurs. Rien de ma famille, pas même de mon père. Choquant, non. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose qui aurait probablement dû me venir à l'esprit des années plus tôt. Je n'avais pas vraiment besoin d'eux. J'avais traversé l'université sans leur aide. J'avais fait tous les boulots, de babysitter à serveuse, pour payer mes études. Et je m'étais convaincu que leur approbation en vaudrait la peine. Mais assise là, sur ce parking, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Je suis rentré chez nous, dans notre maison exiguë de 2 étages où j'avais grandi en étant la responsable, l'invisible, celle qui se débrouillait. J'ai entendu la fête avant même d'ouvrir la porte d'entrée. Tommy avait apparemment réussi un jeu spectaculaire qui nécessitait un gâteau et probablement des cadeaux aussi, parce que c'est ce que nous faisions dans la famille Patterson. Nous célébrions Tommy. Ça doit être agréable d'être l'enfant chéri. Comment c'était, ton truc, a demandé maman quand je suis entré dans la cuisine, sans même lever les yeux de la découpe du gâteau. Mon truc, ai-je répété. Ta remise de diplôme, là. Je suis resté là un instant, toujours en toque et en toge, mon diplôme à la main. Oh, tu sais, ennuyeux. Exactement comme tu l'as dit. Papa est entré avec Tommy, tous deux encore dans leur tenue défilée. Salut, ma grande. Comment ça s'est passé? Bien. Je devenais doué pour les réponses en un mot. Tommy, à son crédit, a au moins reconnu ce qui s'était passé. Félicitations, sœurette. Désolé qu'on les manquait, mais j'avais des recruteurs aujourd'hui. Le coach a dit que c'était le match le plus important de la saison. J'ai hoché la tête comme si cela avait un sens parfait. Comme si ma remise de diplôme universitaire devait évidemment passer après un match de baseball universitaire. Bien sûr que ça l'était. Ne sois pas si dramatique, Ellie, a soupiré maman. Tu auras d'autres remises de diplôme. D'autres remises de diplôme? Bien sûr, maman. Je vais collectionner les diplômes comme des cartes de baseball. Ce soir-là, assise dans ma chambre et j'utilise le terme « ma chambre » avec légèreté, car elle avait été transformée en débarras des années auparavant. J'ai fait une liste. Une liste de chaque anniversaire qu'ils avaient oublié, de chaque réussite qu'ils avaient manqué, de chaque fois où j'avais été négligé pour quelque chose dont Tommy avait besoin. Elle était plus longue que je ne l'imaginais. Au bas de la page, j'ai écrit « Ellie Patterson est morte aujourd'hui ». Avec le recul,
j'aurais probablement dû voir cela venir quand j'ai eu 8 ans et qu'ils ont oublié de m'acheter un cadeau d'anniversaire. Pas oublier mon anniversaire entièrement. Ça viendrait plus tard. Juste oublier la partie cadeau. Maman m'a tendu un billet de 20 $ le lendemain et a dit, choisis quelque chose pour toi, ma chérie. Même à 8 ans, je savais que ce n'était pas comme ça que les anniversaires fonctionnaient dans les autres familles. Mais bon, au moins j'ai appris tôt à faire mes propres achats. L'invisibilité a commencé tôt. J'avais 3 ans quand Tommy est né. Et soudain, je suis devenue la grande sœur qui pouvait aider papa et maman. Aider, s'est transformé en responsabilité, qui s'est transformé en attente, qui a finalement abouti à être complètement négligée parce que j'étais si douée pour prendre soin de moi-même. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai organisé ma propre fête d'anniversaire, envoyé les invitations, acheté les décorations avec mon argent de poche et fait mon propre gâteau parce que maman était occupée avec le calendrier de la petite ligue de Tommy. 5 enfants sont venus. C'était plutôt amusant, mais je me souviens avoir pensé que c'était bizarre de devoir planifier ma propre fête. La plupart des enfants ont leurs parents pour faire ça. Quel idiote. S'attendre à l'implication parentale. Au collège, j'avais perfectionné l'art d'être invisible. Pas de manière pathétique, plutôt comme un mécanisme de survie. J'avais de bonnes notes, ne causais jamais de problème, et je m'étais convaincu que si je faisais tout bien, ils finiraient par le remarquer. Alerte spoiler, ils ne l'ont pas fait. Le Noël de mes 14 ans, j'ai trouvé tous les cadeaux sous le sapin avec des noms étiquetés. Tommy avait une pile qui aurait pu approvisionner un petit magasin. Maman et papa avaient des cadeaux l'un pour l'autre. Il y avait même un cadeau pour notre chien, Buddy. Mon nom est apparu exactement une fois sur une carte cadeau de Target. Même pas emballée, juste la carte dans une enveloppe. On a pensé que tu préférerais choisir tes propres affaires, a expliqué papa quand il m'a vu fixer la carte cadeau. Les adolescents sont si difficiles de nos jours. J'ai souri et je les ai remerciés, parce que c'est ce que font les bonnes filles. Mais j'ai aussi commencé à faire du babysitting cette semaine-là. Pas pour de l'argent supplémentaire, mais pour m'évader. D'autres familles se parlaient réellement pendant le dîner. Concept fou, je sais. C'est au lycée que j'ai vraiment trouvé mon rythme en tant que fantôme de la famille. J'ai rejoint le conseil des élèves, j'ai été au tableau d'honneur chaque semestre, et j'ai trouvé un emploi à temps partiel au Miller Dîner en ville. J'économisais pour l'université parce que j'avais compris très tôt que personne d'autre n'allait la payer. Maman a mentionné une fois qu'ils aideraient là où ils le pourraient, mais d'une manière ou d'une autre, les dépenses de voyage pour le baseball de Tommy semblaient toujours plus urgentes que mon fonds pour l'université. Incroyable comment fonctionnent les priorités. En première, j'ai été nominé pour la cour du bal de promo. Je suis rentré à la maison, excité de le leur dire, mais ils étaient en pleine crise parce que Tommy avait été collé pour avoir séché les cours. L'affaire du bal de promo s'est perdue dans le drame de savoir si cela affecterait son éligibilité au baseball. Je suis allé au bal avec des amis et je n'en ai plus jamais parlé. Pourquoi s'embêter à rivaliser avec le spectacle de Tommy? Le schéma était si ancré que j'avais cessé de le remarquer. Les besoins de Tommy passaient en premier, toujours. Son emploi du temps déterminait les dîners de famille. Ses matchs déterminaient les plans du week-end. Ces visites d'université signifiaient des voyages en famille pendant que je cherchais des écoles en ligne dans ma chambre débarras. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université d'État, je l'ai laissée sur le comptoir de la cuisine où tout le monde la verrait. Elle est restée là pendant 3 jours avant que maman ne la remarque. Oh, ma chérie, c'est bien. Tu as réglé la question de l'argent? Je l'avais fait, parce que bien sûr que je l'avais fait. J'avais postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver, contracté des prêts étudiants et prévu de travailler pendant mes études, de la même manière que j'avais tout géré. Oui, je m'en suis occupé. Super. Tu es si doué pour prendre soin de toi-même. Cette phrase, si j'avais eu $1 à chaque fois que je l'entendais, tu es si doué pour prendre soin de toi-même, j'aurais pu payer l'université en espèces. C'était leur excuse pour tout. Pourquoi ils oubliaient mon anniversaire, manquaient mes événements scolaires et ne me demandaient jamais mes projets? Parce que j'étais si doué pour prendre soin de moi-même. Pratique comme ça fonctionnait pour eux. Le pire n'était pas la négligence. C'était de voir à quel point ils traitaient Tommy différemment. Quand il avait des difficultés en algèbre, ils ont engagé un tuteur. Quand j'ai eu des difficultés en calcul, je me suis débrouillé toute seule. Quand ils voulaient de nouveaux crampons, ils apparaissaient comme par magie.
Quand j'ai eu besoin de vêtements d'entretien pour mon premier emploi, j'ai économisé et je les ai achetés moi-même. J'ai appris à célébrer mes propres réussites, à me réconforter quand les choses allaient mal et à prendre mes propres décisions sur tout, des cours à suivre à l'université à choisir. Je suis devenu complètement autonome par nécessité. Et ils m'ont félicité pour ça comme si c'était un choix. La seule personne qui m'ait jamais vraiment vu était grand-mère Morgane, la mère de ma mère. Elle était décédée quand j'avais 16 ans. Mais je me souvenais encore comment elle me demandait toujours comment s'était passée ma journée, se souvenait de mes plats préférés et n'oubliait jamais d'envoyer une carte d'anniversaire. Elle disait que j'avais ses yeux et sa détermination. « Tu vas faire quelque chose de spécial, Ellie Morgane », me disait-elle. « Crois-moi sur parole. » En terminale, j'étais essentiellement une pensionnaire amicale qui se trouvait partager leur nom de famille. Je dînais avec eux quand nos emplois du temps coïncidaient, je contribuais aux conversations lorsqu'on me posait des questions directes, et sinon, je vivais parallèlement à leur vie plutôt qu'en faisant partie. La nuit avant mon départ pour l'université, maman m'a serré dans ses bras et a dit « Tu vas nous manquer, ma chérie, mais nous savons que tu iras bien. Tu retombes toujours sur tes pieds. » J'ai failli rire. Je n'allais pas leur manquer parce qu'ils n'avaient jamais vraiment remarqué ma présence. Et oui, j'irais bien parce que je prenais soin de moi-même depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Merci pour le vote de confiance, cependant. La première étape a été d'honorer la seule personne qui m'ait jamais vraiment vu. Je ne pouvais plus être Ellie Patterson. Cette fille était invisible, oubliable, celle qui passait toujours en second. Mais je pouvais être Ellie Morgane. Grand-mère Morgane avait été la seule à remarquer quand j'étais au tableau d'honneur, à se souvenir de mon anniversaire sans qu'on le lui rappelle, à écouter vraiment quand je parlais de mes projets. Si j'allais disparaître de la famille Patterson, j'allais prendre son nom avec moi. J'ai passé des heures en ligne à rechercher la procédure légale pour changer de nom de famille. Il s'avère que lorsque vous avez plus de 18 ans et que vous n'essayez pas d'échapper à des dettes ou à des mandats d'arrêt, c'est étonnamment simple. Juste de la paperasse, des frais de dossier et une comparution au tribunal. Assez simple pour quelqu'un qui gérait sa propre paperasse depuis l'âge de 16 ans. La beauté de ne changer que son nom de famille, aucune publication dans les journaux n'était requise. La famille Patterson ne penserait jamais à chercher une Ellie Morgane. La comparution au tribunal a eu lieu un mardi matin. Je me suis habillé avec ma meilleure tenue d'entretien, un blazer bleu marine que j'avais acheté pour des entretiens d'embauche, et la confiance que j'avais bâtie pendant 4 ans d'université. Le juge m'a demandé pourquoi je voulais changer de nom. Je veux honorer ma défunte grand-mère, votre honneur. Elle était plus une famille pour moi que ma propre famille. Il a tamponné les papiers sans drame. C'est ainsi qu'Ellie Morgane est née légalement. En sortant de ce palais de justice, je me suis senti plus légère, comme si j'avais perdu une peau qui ne m'allait jamais vraiment. De plus, soyons honnêtes, Ellie Morgane sonnait bien. Professionnel mais accessible. Le genre de nom qui appartient aux cartes de visite et aux portes de bureau. Ensuite, il y avait les aspects pratiques. Nouvelle carte de sécurité sociale, nouveau permis de conduire, nouveau compte bancaire. J'ai déplacé mes économies, la totalité de mes $3000, vers une nouvelle banque de l'autre côté de la ville où personne ne connaissait mon ancienne moi. J'ai gardé mon numéro de téléphone portable parce que, vraiment, qui allait appeler? La famille Patterson ne prenait certainement pas de mes nouvelles régulièrement. La partie la plus difficile a été de le dire à mon amie Sarah, la seule personne qui avait réellement remarqué que j'étais parti. Nous nous sommes retrouvés pour un café à notre endroit habituel près du campus. Tu fais quoi? Elle a failli s'étouffer avec son latte. Je change de nom pour honorer ma grand-mère. Nouveau départ, nouveau chapitre. J'ai sorti mon nouveau permis de conduire et je l'ai glissé sur la table. Ellie Morgane. La même moi, un meilleur nom de famille. Sarah a regardé la pièce d'identité comme si c'était la preuve d'un crime. Ça semble extrême. Je veux dire, je sais que ta famille craint, mais changer complètement de nom. Juste mon nom de famille. Je suis toujours Ellie, juste plus une Patterson. Et s'il y a une urgence? Si quelque chose arrive à tes parents? Alors Tommy s'en occupera. Il est si doué pour être l'important. Je pouvais voir qu'elle essayait de comprendre, mais Sarah avait le genre de famille qui se souvenait des anniversaires et se présentait aux remises de diplômes. Elle ne pouvait pas comprendre ce que c'était que d'être un personnage secondaire dans sa propre histoire. « Promets-moi que tu resteras en contact », a-t-elle finalement dit. « Bien sûr.
Même numéro de téléphone, même email, juste un nom de famille différent sur ma carte de visite un jour. Elle a ri malgré elle. Tu es complètement folle, mais aussi un peu brillante. La recherche d'appartement a suivi. J'avais vécu dans les dortoirs, mais Ellie Morgan avait besoin de son propre espace. J'ai trouvé un minuscule studio dans un complexe près de la ville. Rien d'extraordinaire, mais c'était le mien. La demande de location demandait des contacts d'urgence. Pour la première fois de ma vie, j'ai écrit « aucun » sans me sentir pathétique. Le jour du déménagement a été simple, car je ne possédais presque rien. Des vêtements, des manuels scolaires, mon ordinateur portable et quelques photos de l'université, soigneusement éditées pour exclure toute photo de famille. J'ai tout mis dans ma Honda et je suis parti loin de l'université d'État, de la famille Patterson, de tout ce que j'avais connu pendant 22 ans. Ne vous inquiétez pas, je ne fuyais pas. Je courais vers quelque chose de mieux. L'appartement était plus petit que ma chambre de dortoir, mais il ressemblait à un palais. Pas d'équipement de sport de Tommy encombrant le couloir. Pas de conversation qui s'arrêtait quand j'entrais dans la pièce. Pas de rappel que j'étais l'enfant de second plan qui était si doué pour prendre soin d'elle-même. Ce soir-là, j'ai commandé des plats chinois à emporter et je les ai mangés assise par terre, car je n'avais pas encore de meubles. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah. Qu'est-ce que ça fait d'être Ellie Morgan? J'ai regardé autour de mon appartement vide, mon nouveau permis de conduire sur le comptoir, le reflet de quelqu'un qui avait enfin la permission de se mettre en premier. C'est comme rentrer à la maison, ai-je répondu par texto. La partie vraiment belle, c'était à quel point c'était facile. Personne n'est venu me chercher. Pas d'appel téléphonique frénétique ni de rapport de personnes disparues. J'avais été si invisible pour ma propre famille qu'ils n'ont même pas remarqué que j'étais parti. Maman a probablement supposé que j'étais occupé à chercher un emploi après l'obtention de mon diplôme. Papa a probablement pensé que j'appellerais quand j'aurais besoin de quelque chose. Tommy était certainement trop absorbé par sa propre vie pour se demander où sa sœur était passée. J'ai reçu un appel 3 semaines plus tard d'un numéro que j'ai reconnu comme étant celui de la maison de mes parents. Pendant une fraction de seconde, j'ai failli répondre. Puis je me suis souvenu d'être assise seule avec ma toque de diplômée sur ce parking et j'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Salut ma chérie, je prends juste de tes nouvelles. On n'a pas eu de tes nouvelles depuis la remise des diplômes. J'espère que tu vas bien. Je t'aime. La voix de maman était exactement la même. Distraite, pressée, comme si elle faisait plusieurs choses en même temps en laissant le message. Je l'ai supprimé sans rappeler. S'ils voulaient me joindre, ils avaient mon numéro, mais il faudrait qu'ils essaient vraiment. C'était la dernière fois que quelqu'un de la famille Patterson a essayé de me contacter pendant 6 ans. 6 ans, ça montre vraiment à quel point je leur ai manqué, n'est-ce pas? Ellie Morgan s'est mise à chercher un emploi immédiatement. J'ai ciblé des entreprises à New York. Parce que si vous allez vous réinventer, autant le faire dans un endroit qui apprécie la réinvention. J'ai mis à jour mon CV, en soulignant mon expérience professionnelle et mon éducation tout en supprimant soigneusement tous les détails personnels qui pourraient me lier à mon ancienne vie. Les entretiens se sont mieux passés que prévu. Il s'avère que lorsque vous passez votre vie à être négligé, vous développez une excellente attention aux détails et la capacité d'anticiper les besoins des gens avant qu'ils ne les demandent. Des compétences qui se traduisent magnifiquement dans le monde des affaires. 3 mois après l'obtention de mon diplôme, Ellie Morgan a accepté un poste de débutante chez Morrison & Associates, un cabinet de conseil de taille moyenne à Manhattan. Le salaire suffisait à peine à couvrir un studio dans le Queens et le métro, mais c'était un début. Et, au moins personne ici ne savait que j'avais été invisible. J'ai acheté mon billet de train pour New York en espèces, j'ai jeté mes affaires à l'arrière de ma Honda et j'ai conduit vers la ville qui ne dort jamais. Vers un endroit où personne ne savait que j'étais censé être oubliable. Dans le rétroviseur, j'ai regardé mon ancienne vie disparaître. Bon débarras. New York m'a frappé comme une gifle de réalité enveloppée de gaz d'échappement et d'ambition. Mon studio dans le Queens avait à peu près la taille de la chambre de Tommy à la maison. Il coûtait plus cher par mois que ce que mon père gagnait en une semaine et venait avec des voisins qui semblaient déterminés à recréer le son d'un chantier de construction à toute heure. Mais c'était le mien. Le premier vrai chez-soi d'Ellie Morgan. Et contrairement à la maison des Patterson, personne ici ne s'attendait à ce que je sois reconnaissante d'être ignorée. Le trajet jusqu'à Morrison & Associates prenait 1 heure dans chaque sens en métro. 1 heure que j'utilisais pour étudier tout le monde autour de moi.
Les New-Yorkais avaient cette énergie, cette détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Ils marchaient vite, parlaient vite et semblaient savoir exactement où était leur place dans le monde. Je voulais cette confiance si désespérément. Je pouvais la goûter. Mon premier jour chez Morrison, j'ai porté à nouveau ma tenue d'entretien parce que c'était littéralement les seuls vêtements professionnels que je possédais. Jennifer, la directrice du bureau, m'a regardé de haut en bas et a dit « Ma chérie, nous devons parler de ton budget vestimentaire. » Apparemment, l'apparence comptait plus que je ne l'avais réalisé. Jennifer m'a emmené dans un magasin discount pendant le déjeuner et m'a aidé à choisir 3 tenues supplémentaires qui pouvaient être mélangées et assorties pour créer l'illusion d'une garde-robe plus grande. J'ai payé avec ma carte de crédit et j'ai essayé de ne pas penser au solde croissant. Rien ne dit, professionnel, comme de payer ses vêtements de travail à crédit en espérant gagner assez pour les rembourser. Tu t'en sortiras, a dit Jennifer, faisant écho à la phrase qui avait hanté mon enfance. Les filles intelligentes comme toi le font toujours. Le travail lui-même était un travail administratif de débutante. Classer, répondre au téléphone, planifier des réunions pour des gens qui gagnaient plus en un mois que ce que j'avais jamais vu de ma vie. Mais j'observais tout. Comment ils parlaient aux clients, comment ils structuraient les présentations, comment ils se comportaient en réunion. J'absorbais tout comme une éponge parce que, contrairement à ma famille, ces gens valaient la peine d'être étudiés. Mon superviseur, Robert Chen, était un associé junior qui traitait le personnel administratif comme des meubles qu'il fallait parfois déplacer. Il claquait des doigts quand il avait besoin de quelque chose et ne prenait jamais la peine d'apprendre mon nom. Il m'appelait juste « l'assistante ». L'assistante, j'ai besoin des dossiers Morrison. L'assistante, reprogrammez mon rendez-vous de 14 heures. L'assistante, apportez-moi un café. Pas cette saleté de la salle de pause, le bon café de l'endroit en bas de la rue. Je souriais et disais oui à tout parce que j'avais besoin de ce travail. Mais j'ai aussi commencé à prendre des notes, non seulement sur ses demandes, mais aussi sur ses erreurs. Robert avait l'habitude de promettre aux clients des choses qu'il ne pouvait pas livrer, puis de se démener pour couvrir ses traces. Il fixait des réunions en double, oubliait des échéances importantes et trouvait toujours un moyen de blâmer les erreurs administratives quand les choses allaient mal. Charmant. Après 2 mois à le regarder se débattre avec des tâches de base, j'ai commencé à anticiper ses besoins avant qu'il ne les demande. Le café l'attendait, les dossiers étaient organisés, les horaires coordonnés. Il a commencé à dépendre de moi sans même s'en rendre compte. Les hommes comme Robert le font toujours. C'est là que j'ai fait mon premier véritable coup de force. Robert avait promis à un client majeur qu'il aurait son analyse de marché prête pour vendredi. Jeudi après-midi, j'ai réalisé qu'il l'avait complètement oublié. Le client venait de Chicago spécialement pour cette présentation. Robert était en pleine panique. L'assistante, où est l'analyse Henderson? Vous ne l'avez pas encore commencé, ai-je dit calmement. Son visage est devenu blanc. Comment ça, je ne l'ai pas commencé? Je vous ai spécifiquement demandé de vous occuper de la recherche préliminaire la semaine dernière. C'était un mensonge. Il ne m'avait jamais demandé de faire autre chose que du classement et des courses de café, mais je pouvais le voir me préparer à porter le chapeau pour son échec. Quelle originalité! En fait, ai-je dit, en sortant mon carnet, j'ai pris l'initiative de compiler quelques données préliminaires au cas où. Je lui ai tendu un dossier sur lequel j'avais travaillé pendant mes pauses déjeuner. Ce n'est pas complet, mais c'est un début. Robert a saisi le dossier comme un homme qui se noie saisit une bouée de sauvetage. Les données étaient bonnes. Mieux que bonnes, en fait. J'avais appris l'analyse de marché en autodidacte en utilisant des tutoriels en ligne et des livres de bibliothèque. Je le traitais comme un devoir que je m'étais assigné. C'est drôle comme on apprend les choses plus vite quand on ne s'attend pas à ce que quelqu'un d'autre fasse le travail pour vous. Il est resté tard ce soir-là, transformant mes recherches en présentation. Vendredi matin, il l'a livré au client et a été félicité pour son analyse approfondie et son attention aux détails. Il ne m'a jamais remercié, mais il n'a jamais oublié non plus que j'avais sauvé son emploi. Cet après-midi-là, Jennifer s'est arrêtée à mon bureau. J'ai entendu dire que vous aviez fait des projets de recherche supplémentaires. J'ai gardé un visage neutre, j'essaie juste d'être utile. Robert a mentionné que vous pourriez être intéressé par plus de travail analytique. Que diriez-vous d'une petite promotion? Associée administrative avec des responsabilités de recherche.
Cela venait avec une modeste augmentation et l'opportunité d'assister aux réunions avec les clients en tant que preneuse de notes. Plus important encore, cela signifiait que je n'étais plus seulement l'assistante. J'avais un titre, des responsabilités et l'accès aux parties de l'entreprise que j'observais de l'extérieur. J'adorerais cette opportunité, ai-je dit. Ce week-end-là, j'ai célébré en m'achetant une tenue professionnelle décente avec ma carte de crédit et en me permettant d'imaginer un avenir où Ellie Morgan était plus que quelqu'un qui avait disparu d'une famille qui ne l'avait jamais remarqué. Quoi qu'il en soit, la promotion a tout changé. Soudain, j'étais dans des réunions, entendant comment les accords étaient structurés, regardant les négociations se dérouler en temps réel. J'ai appris que les affaires étaient en partie de la stratégie, en partie de la psychologie et en partie de la pure confiance en soi. J'étais doué pour les deux premières et je travaillais dur sur la troisième. J'ai aussi appris que la plupart des associés juniors improvisaient tout autant que moi. Ils avaient des diplômes prestigieux et des relations familiales, mais ils ne travaillaient pas nécessairement plus dur ou ne pensaient pas plus clairement que moi. Ils avaient juste de meilleurs vêtements et plus de confiance en leur droit d'être là. Eh bien, je pouvais travailler sur ces deux points. 6 mois après le début de ma vie à New York, je travaillais tard un soir quand j'ai entendu Robert au téléphone avec un client potentiel. Il présentait une analyse des marchés émergents dans le secteur de la technologie, un projet qui dépassait de loin sa véritable expertise. Après qu'il ait raccroché, j'ai frappé à la porte de son bureau. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation avec Monsieur Davison. L'analyse du secteur technologique semble fascinante. Robert avait l'air nerveux. Ouais, c'est. Ce sera un défi. J'ai beaucoup lu sur les marchés émergents ces derniers temps. Voulez-vous que je prépare quelques recherches préliminaires? Le soulagement a inondé son visage. Ce serait extrêmement utile, Ellie. Très proactif de votre part, Ellie. Il avait enfin appris mon nom. Progrès. C'est devenu notre schéma. Robert décrochait des clients avec des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, et je trouvais un moyen de les tenir. Il en recevait le crédit, mais j'apprenais le métier de A à Z et je me bâtissais une réputation de personne qui livrait des résultats. Pas exactement ce que j'avais prévu, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ce n'était pas le parcours de carrière que j'avais imaginé, mais ça marchait. Lentement, prudemment, Ellie Morgan construisait quelque chose de réel, quelque chose qui lui appartenait entièrement. À ma 2e année chez Morrison & Associates, j'avais compris le jeu. Robert s'attribuait le mérite de mon travail pendant la journée, et je restais tard pour apprendre tout ce qu'il aurait dû savoir. Analyse de marché, modélisation financière, recherche sectorielle. J'ai tout absorbé grâce à des cours en ligne, des livres de bibliothèque et une observation attentive des associés seniors qui savaient réellement ce qu'ils faisaient. La percée est survenue lorsque j'ai repéré une erreur qui nous aurait coûté un client majeur. Robert travaillait sur un contrat de télécommunication depuis des semaines, s'appuyant fortement sur mes recherches tout en prétendant comprendre les aspects techniques. La nuit précédant la présentation finale, je révisais les contrats lorsque j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Le client était sur le point d'investir massivement dans une technologie qui était déjà en cours de retrait par les leaders de l'industrie. Oups. J'ai frappé à la porte du bureau de Robert à 21h. Nous avons un problème. Je lui ai expliqué le problème, lui montrant des articles de publications spécialisées et des rapports financiers qu'il n'avait jamais pris la peine de lire. La technologie dans laquelle notre client voulait investir était vouée à l'échec, mais il ne le savait pas encore. Si Morrison & Associates les laissait procéder sans les avertir, nous perdrions soit le client lorsqu'il perdrait de l'argent, soit nous serions poursuivis pour conseil négligent. Aucune de ces options ne semblait bonne sur un bilan de performance. Robert est devenu blême. Qu'est-ce qu'on fait? Nous leur disons la vérité. Ce soir. Avant qu'ils ne signent quoi que ce soit. Mais la commission sera de 0. Elle sera de 0 s'ils nous poursuivent en justice ou ne nous font plus jamais confiance. Parfois, je m'étonnais de mes brillantes intuitions. Robert a passé l'appel. Le client était initialement furieux que nous changions notre recommandation à la dernière minute, mais reconnaissant lorsque nous leur avons montré les preuves. Nous avons restructuré tout l'accord, leur faisant économiser des millions et prouvant que Morrison & Associates avaient leurs meilleurs intérêts à cœur. Concept révolutionnaire, je sais. Lundi matin, Monsieur Morrison lui-même s'est arrêté à mon bureau. Ellie, je crois comprendre que vous avez joué un rôle déterminant dans le sauvetage du contrat de télécommunication ce week-end. Je ne faisais que mon travail, monsieur. Il a souri.
Votre travail est le soutien administratif. Ce que vous avez fait, c'est de l'analyse stratégique qui a empêché un désastre. Nous devons parler. Cette conversation a mené à une autre promotion. Analyste de recherche avec mon propre bureau et un salaire qui couvrait enfin mon loyer sans nécessité de budget créatif. Plus important encore, je ne travaillais plus par l'intermédiaire de Robert. Je relevais directement de Jennifer Walsh, une associée senior qui reconnaissait réellement le talent quand elle en voyait. Quel changement rafraîchissant. Jennifer est devenue le mentor que je n'avais jamais eu. Elle m'a appris comment présenter des résultats aux clients, comment structurer des rapports pour un impact maximal, et comment naviguer dans la politique de bureau sans compromettre mon intégrité. Elle m'a également initié au concept qui allait changer ma vie, les partenariats de conseil. Le vrai argent n'est pas de travailler pour des cabinets comme Morrison, m'a-t-elle expliqué un jour au déjeuner. C'est de construire votre propre base de clients et de les emmener avec vous quand vous serez prête à vous lancer en solo. L'idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Créer ma propre entreprise. Ellie Morgan, qui avait été invisible la majeure partie de sa vie, dirigeant son propre cabinet de conseil. L'ironie ne m'a pas échappé. Tu as quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, a poursuivi Jennifer. Tu vois les problèmes avant qu'ils ne deviennent des désastres, et tu les résous discrètement sans avoir besoin de reconnaissance. Les clients apprécient cela plus que des présentations tape à accent grave l'œil. Au cours de l'année suivante, j'ai commencé à nouer des relations avec les clients avec lesquels je travaillais directement. Pas d'une manière qui sapait Morrison & Associates, mais en étant sincèrement utile et mémorable. Je suivais les projets, envoyais des articles pertinents que j'avais trouvés, et je livrais toujours exactement ce que j'avais promis, quand je l'avais promis. Approche novatrice, apparemment. Le client des télécommunications m'a référé à un collègue qui avait besoin d'aide pour une stratégie d'entrée sur le marché. Je l'ai géré comme un projet Morrison, mais le client a spécifiquement demandé à travailler de nouveau avec moi. Puis une autre recommandation est arrivée, et une autre. C'est drôle comme les gens remarquent quand vous faites bien votre travail. Jennifer a observé ce schéma se développer et m'a fait une offre que je n'attendais pas, et si je te disais que je pensais quitter Morrison et créer mon propre cabinet? Et si je t'offrais un partenariat au lieu d'un simple emploi? Walsh & Morgan Consulting. Le nom semblait impossible et parfait à la fois. Je ne peux pas investir beaucoup de capital, ai-je admis. Tu n'en as pas besoin. Tu apportes les relations clients et les compétences analytiques. J'apporte 15 ans d'expérience et un peu d'argent de départ de mes économies. On partage tout 50-50e. Ce soir-là, assise dans mon appartement du Queens, que j'avais enfin meublé avec de vrais meubles au lieu de caisses de lait et de rêves, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Ellie Morgan, partenaire à parts égales dans un cabinet de conseil. La fille qui ne pouvait même pas se faire remarquer par sa propre famille était sur le point de devenir chef d'entreprise. J'ai appelé Sarah, ma seule connexion restante à mon ancienne vie. Tu fais quoi maintenant, a-t-elle ri. Je monte un cabinet de conseil, Walsh & Morgan. Morgan, c'est ton nom de famille maintenant? Ça l'est depuis 3 ans. Ça me va bien. J'oublie toujours que tu n'es plus Ellie Patterson. Tu as l'air différente quand tu parles de travail. Différente comment? Confiante. Comme si tu savais que tu étais à ta place. 6 mois plus tard, nous avons fait le grand saut. Jennifer et moi avons donné notre préavis à Morrison & Associates et avons ouvert un bureau dans un petit espace à Midtown. Notre premier mois, nous avions 3 clients, tous des recommandations de personnes qui avaient spécifiquement demandé à travailler avec moi. Pas mal pour une fille qui était invisible. À la fin de notre première année, nous avions 12 clients réguliers et une liste d'attente. Notre spécialité était d'aider les entreprises de taille moyenne à naviguer dans les changements de marché et à éviter des erreurs coûteuses. Le bouche à oreille s'est répandu que Walsh & Morgan pouvait repérer les problèmes que d'autres manquaient et fournir des solutions qui fonctionnaient réellement. Qui aurait cru que prêter attention aux détails comptait vraiment en affaires? L'argent était meilleur que je ne l'avais jamais imaginé. Non seulement assez pour vivre confortablement, mais assez pour épargner, investir et planifier un avenir qui appartenait entièrement à Ellie Morgan. J'ai déménagé dans un vrai appartement à Manhattan, acheté des vêtements qui m'allaient bien et commencé à me comporter comme quelqu'un qui méritait d'être dans les pièces où les décisions étaient prises. Mais la meilleure partie n'était pas l'argent ou le succès. C'était le respect. Les clients écoutaient quand je parlais. Ils mettaient en œuvre mes recommandations. Ils référaient leurs collègues parce qu'ils faisaient confiance à mon jugement.
Pour quelqu'un qui avait passé sa vie à être négligé, cette reconnaissance valait plus que n'importe quel salaire. 3 ans après le lancement de Walsh & Morgan, nous avons décroché notre plus gros client à ce jour, une entreprise technologique en pleine transition majeure. Le projet était assez complexe pour nécessiter une présentation complète à leur conseil d'administration, y compris une présence médiatique significative. Ellie, a dit Jennifer après que nous ayons remporté le contrat, je pense qu'il est temps que nous commencions à nous faire connaître. Des conférences, des publications dans l'industrie, peut-être quelques interviews dans les médias. Des interviews dans les médias? L'idée m'a retourné l'estomac. Tu es le visage du travail analytique. Tu devrais obtenir le crédit pour ce que tu as construit. J'ai réfléchi à cette conversation pendant des semaines. L'attention des médias signifiait la visibilité. La visibilité signifiait la possibilité que quelqu'un de mon ancienne vie puisse me voir après 4 ans de l'existence soigneusement construite d'Ellie Morgan. Étais-je prête à risquer d'être exposée? Puis j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne me cachais plus. J'avais construit une vie dont il fallait être fier. Et si la famille Patterson la voyait, c'était leur affaire. Ellie Morgan n'avait rien à cacher. Contrairement à certaines familles que je connaissais, mon succès était réellement mérité. Planifie les interviews, ai-je dit à Jennifer. Il est temps. L'interview de Forbes a tout changé. Non pas parce que j'ai dit quelque chose de révolutionnaire, mais parce que parfois la bonne histoire vous trouve au bon moment. De jeunes entrepreneurs remodèlent le conseil aux entreprises, était le titre, avec une photo de moi dans mon bureau surplombant Manhattan. La journaliste, Rebecca Santos, avait été impressionnée par notre taux de rétention de clients et le fait que nous ayons connu une croissance de 200% d'une année sur l'autre tout en maintenant notre approche de boutique. La plupart des cabinets de conseil se développent en ajoutant du personnel junior, avait-elle noté. Vous avez maintenu la qualité en étant sélectif sur les clients. C'est inhabituel pour quelqu'un de votre âge. Je préfère résoudre les bons problèmes très bien que de créer de nouveaux problèmes en grandissant trop vite, avais-je répondu. Incroyable comme ce concept déroute les gens. L'article citait cette phrase et détaillait notre approche du conseil préventif, identifiant les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Il mentionnait notre succès avec la transition de l'entreprise technologique et incluait un encadré sur la façon dont nous avions fait économiser collectivement plus de 30 millions de dollars en mauvais investissements à nos clients. J'avais l'air professionnel sur la photo, confiante, comme quelqu'un qui avait sa place dans un article de Forbes. Certainement plus réussi que quiconque s'était assis seul en toque de diplômé il y a 6 ans. Le matin de sa publication en ligne, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ellie, vous avez environ 30 demandes d'interview et votre téléphone n'arrête pas de sonner. En une semaine, je répondais à des appels d'entreprises 3 fois plus grandes que toutes celles avec lesquelles nous avions travaillé auparavant. Harvard Business Review voulait présenter notre méthodologie dans leur prochain numéro. CNBC m'a réservé pour un segment sur les tendances émergentes dans le conseil stratégique. Apparemment, la prévention des désastres était un sujet brûlant. Qui l'eût cru? Tu te rends compte de ce que cela signifie, a dit Jennifer alors que nous examinions les nouvelles demandes de clients. Nous ne sommes plus un petit cabinet. Pas si nous prenons ne serait-ce que la moitié de ces contrats. Elle avait raison. L'article de Forbes avait positionné Walsh & Morgan comme des innovateurs plutôt que comme un simple cabinet de conseil de plus. Les entreprises venaient à nous spécifiquement parce qu'elles avaient lu notre bilan en matière de prévention des désastres plutôt que de simple gestion après coup. L'interview de CNBC était prévue pour un mardi matin. J'ai passé le week-end à me préparer, à pratiquer des phrases chocs sur notre philosophie et à répéter des réponses aux questions probables. Jennifer m'a aidé à choisir une tenue qui faisait, réussi mais accessible, et m'a coaché pour parler en segments de temps adaptés à la télévision. Souviens-toi, a-t-elle dit alors que nous passions en revue mes points de discussion une dernière fois. Tu n'es pas Ellie, la fille qui a disparu de sa famille. Tu es Ellie Morgan, associée fondatrice de Walsh & Morgan Consulting. Assume-le. L'interview a eu lieu dans le studio de CNBC à Midtown. J'avais été nerveuse, mais une fois les caméras allumées, je me suis senti étrangement calme. Le présentateur, Michael Roberts, a posé des questions intelligentes sur notre stratégie de croissance et les tendances émergentes que nous observions sur le marché. Quels conseils donneriez-vous aux autres jeunes professionnels qui cherchent à créer leur propre entreprise? N'attendez pas la permission, me suis-je entendu dire. N'attendez pas que quelqu'un d'autre valide vos idées ou vous donne une plateforme.
Si vous voyez un problème qui doit être résolu et que vous savez comment le résoudre, commencez à le résoudre. La crédibilité vient des résultats. Cela ressemble à la voie de l'expérience. Je suppose que oui. Cependant, je recommanderais d'obtenir d'abord le soutien de votre famille si vous avez la chance d'en avoir un. La légère pointe dans ma voix a probablement échappé aux téléspectateurs, mais ça m'a fait du bien de le dire. Après l'interview, la productrice a mentionné qu'ils avaient reçu plusieurs appels pendant le segment de téléspectateurs demandant nos coordonnées. Ça n'arrive généralement pas avec les interviews d'affaires, a-t-elle dit. Vous avez clairement touché une corde sensible. Le segment a été diffusé ce soir-là. Je l'ai regardé depuis mon appartement avec une bouteille de vin et un sentiment croissant d'irréalité. J'étais là, à la télévision nationale, parlant de stratégie d'entreprise comme si j'avais fait ça toute ma vie. La femme confiante à l'écran ne ressemblait en rien à la fille invisible qui s'était assise seule en toque de diplômée 6 ans plus tôt. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement après la fin du segment. Nouvelle demande de clients, demande d'interview et félicitations de collègues. Mais il y a eu un appel que j'ai failli ne pas reconnaître. Sarah. Oh mon Dieu, Ellie, je viens de te voir sur CNBC. Assez surréaliste, non? Surréaliste? Tu avais l'air d'être à ta place. Tu avais l'air si professionnel, si réussi. Je suis professionnel et réussi. Ça faisait du bien de le dire sans le nuancer. Je sais, mais te voir à la télé a rendu ça réel en quelque sorte. Ma colocataire regardait avec moi et elle a dit, « Attends, tu la connais ?» Je me sentais comme une célébrité par association. Nous avons parlé pendant 1 heure, rattrapant le temps sur sa vie et la mienne. Elle s'était mariée, avait déménagé à Denver et travaillait comme coordinatrice marketing pour une organisation à but non lucratif. Une progression de vie normale pour quelqu'un qui ne s'était pas complètement réinventé. Je peux te poser une question? A-t-elle dit vers la fin de l'appel. Bien sûr. Est-ce que ça te manque parfois? D'être dans une famille? Je veux dire, d'avoir des gens qui te connaissaient avant que tu ne réussisses. J'ai regardé autour de mon appartement, ma vie réussie, soigneusement organisée, complètement indépendante. L'idée d'avoir une famille qui se souciait de moi me manque, mais je n'ai jamais vraiment eu ça. Donc, je ne peux pas regretter quelque chose qui n'a pas existé. C'est incroyablement triste. Ou incroyablement libérateur. Ça dépend du point de vue. Après avoir raccroché, je me suis assise près de ma fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Quelque part là-bas, peut-être que ma famille avait vu l'interview. Peut-être qu'ils avaient reconnu la fille et la sœur qu'ils avaient oubliées. Peut-être qu'ils se demandaient comment l'invisible Ellie Patterson était devenue Ellie Morgan, femme d'affaires à succès. La pensée ne m'a pas contrarié comme elle l'aurait pu 1 an auparavant. S'ils l'avaient vu, ils auraient vu ce qu'ils avaient manqué en ne prenant jamais la peine de me remarquer. Leur perte, pas la mienne. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Je n'étais pas encore complètement libéré d'eux. Une partie de moi se souciait encore de ce qu'ils pourraient penser. Se demandait encore s'ils seraient enfin fiers de ce que j'avais accompli. Cela me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Après tout, une petite partie de moi était encore cette fille attendant une approbation. Avez-vous déjà vécu quelque chose d'incroyable et réalisé que vous vous souciez encore de gens qui ne se sont jamais souciés de vous? Laissez un commentaire ci-dessous sur la façon dont vous l'avez géré, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » si vous appréciez le parcours d'Ellie. Ellie Morgan avait bâti une vie incroyable, mais elle n'avait pas tout à fait fini de devenir elle-même. Le vrai test viendrait lorsque le passé rattraperait enfin le présent. Et vu l'attention que suscitait cet article de Forbes, cette confrontation pourrait arriver plus tôt que prévu. Le succès de l'article de Forbes et de l'interview sur CNBC a créé un effet boule de neige que je n'avais pas anticipé. En 6 mois, Walsh & Morgan avait doublé de taille, déménagé dans un bureau plus grand dans un immeuble prestigieux, et j'étais invité à prendre la parole à des conférences à travers le pays. Pas mal pour quelqu'un qui était professionnellement invisible. Mais le vrai changement est venu lorsque Marcus Wellington a appelé. Wellington Industries était une entreprise du Fortune 500 confrontée à une crise qui leur avait déjà coûté 2 PDG et des centaines de millions de dollars de pertes de revenus. Leur conseil d'administration avait vu mon interview sur CNBC et voulait savoir si je pensais que leur situation était récupérable. La plupart des cabinets de conseil auxquels nous avons parlé veulent tout restructurer, a expliqué Marcus lors de notre première réunion. Licenciement massif, réorganisation complète, tout le manuel du désastre.
Mais vous êtes spécialisé dans la prévention, pas dans le nettoyage. Qu'auriez-vous fait différemment il y a 6 mois? J'ai passé 2 semaines à analyser tout ce qu'ils avaient fait de mal, ce qui était considérable. Ils avaient ignoré les changements du marché, rejeté les plaintes des clients et pris des décisions stratégiques basées sur des vœux pieux plutôt que sur des données. Mais sous toutes ces erreurs, l'activité principale était encore saine. Incroyable ce qui se passe quand on regarde réellement les fondamentaux au lieu de simplement suivre les tendances. Vous n'avez pas besoin d'une refonte complète, ai-je dit à leur conseil. Vous devez arrêter l'hémorragie, régler les problèmes de confiance des clients et mettre en place des systèmes qui empêcheront que cela se reproduise. C'est de la chirurgie, pas une amputation. Le contrat valait plus que ce que Walsh & Morgan avait gagné durant toute notre première année. Plus important encore, il nous a placés sur la carte comme le cabinet qui pouvait sauver des entreprises que tout le monde avait abandonnées. Jennifer et moi avons travaillé 18 heures par jour pendant 3 mois, vivant pratiquement chez Wellington Industries. Pendant que nous mettions en œuvre notre plan de redressement, nous avons restructuré leur protocole de service client, révisé leur système d'analyse de marché et formé leurs dirigeants à repérer les signaux d'alerte que nous avions identifiés. Il s'avère que la plupart des désastres d'entreprise sont évitables si quelqu'un y prête réellement attention. Le redressement a été spectaculaire. En 6 mois, le cours de l'action de Wellington avait récupéré 40% de ses pertes. En 1 an, ils affichaient des bénéfices records. La presse économique a qualifié cela de l'une des reprises d'entreprise les plus réussies de l'histoire récente. Ellie Morgan sauve Wellington Industries était le titre de la Harvard Business Review qui m'a fait réaliser que j'étais passé à un autre niveau de reconnaissance. Ce n'était pas seulement du succès. C'était le genre d'accomplissement qui définissait une carrière et établissait une réputation de façon permanente. Les invitations à prendre la parole se sont multipliées. Les écoles de commerce voulaient que je donne des conférences sur le conseil préventif. Les conférences de l'industrie me présentaient comme conférencière principale. J'ai été invité à rejoindre des conseils d'administration, à siéger dans des comités consultatifs et à consulter pour des entreprises dont je n'avais lu le nom que dans des magazines économiques. Ma vie personnelle s'est adaptée à mon succès professionnel. J'ai déménagé dans un appartement penthouse avec des baies vitrées et une vue qui me donnait l'impression de flotter au-dessus de la ville. J'ai engagé un assistant personnel, commencé à utiliser un service de voiture au lieu du métro et me suis constitué une garde-robe qui reflétait mon nouveau statut. Pas mal pour quelqu'un dont la famille oubliait son anniversaire. Mais la partie la plus satisfaisante était le respect. Quand j'entrais dans des salles de conseil, les conversations s'arrêtaient. Quand je parlais à des conférences, les gens prenaient des notes. Quand je donnais des recommandations, les entreprises les mettaient en œuvre sans poser de questions. Ellie Morgan était devenue quelqu'un que les gens écoutaient, quelqu'un qui comptait. L'ironie ne m'a pas échappé que les compétences que j'avais développées en étant invisibles dans ma propre famille, l'observation, l'anticipation, la résolution discrète des problèmes étaient devenus mes plus grands atouts professionnels. Ce que les Patterson avaient vu comme de l'autosuffisance qui excusait leur négligence, le monde des affaires le valorisait comme une pensée stratégique et un leadership proactif. J'ai fait l'objet d'un portrait dans Fortune, j'ai fait la couverture du magazine Entrepreneur et j'ai été invité à prendre la parole au Forum économique mondial. Chaque nouvelle réussite était comme un pas de plus loin de la fille qui s'était assise seule en toque de diplômée, attendant une famille qui n'est jamais venue. La transformation était complète à tous points de vue. Ellie Morgan n'était pas seulement réussie, elle était influente. Elle était quelqu'un dont l'opinion façonnait les industries et dont les recommandations faisaient bouger les marchés. Mais le succès à ce niveau comportait des défis inattendus. Plus nous grandissions, plus nous attirions l'attention des concurrents, des journalistes et des gens qui voulaient trouver des failles dans notre histoire. Jennifer gérait la plupart des vérifications d'antécédents et des demandes des médias. Mais elle a mentionné que les journalistes devenaient plus insistants pour connaître les détails de mon passé. Ils cherchent l'histoire de vos origines, a-t-elle expliqué. Les entrepreneurs autodidactes font de bons articles, mais les entrepreneurs autodidactes mystérieux font de meilleurs articles. Quelqu'un va finir par creuser plus profondément. Cette pensée aurait dû m'inquiéter plus qu'elle ne l'a fait. Mais Ellie Morgan n'avait rien à cacher. Elle était exactement ce qu'elle semblait être. Quelqu'un qui avait construit quelque chose de remarquable grâce au talent, au travail acharné et au refus d'accepter les limites que d'autres essayaient d'imposer. Si la famille Patterson voyait l'une de ces couvertures, ils verraient ce qu'ils avaient manqué en ne prenant jamais la peine de remarquer leur fille. Et honnêtement, tant mieux. Qu'ils se demandent comment l'invisible Ellie est devenue Ellie Morgan,
la stratège d'entreprise qui a sauvé des entreprises du Fortune 500. Ce soir-là, je me tenais dans mon bureau Penthouse, regardant la ligne d'horizon de Manhattan. Quelque part là-bas, dans des salles de conseil et des bureaux de direction, des cadres mettaient en œuvre des stratégies que j'avais développées. Des entreprises évitaient des désastres parce qu'elles avaient appris à repérer les signaux d'alerte que je leur avais appris à reconnaître. Demain, j'avais des réunions avec 3 nouveaux clients potentiels et une conférence téléphonique avec une entreprise internationale qui voulait établir des protocoles de conseil préventifs dans toutes ses divisions. La semaine prochaine, je m'envolais pour Londres pour une conférence qui établirait la présence européenne de Walsh & Morgan. Il y a 6 ans, j'étais invisible pour ma propre famille. Maintenant, je remodelais la façon dont les grandes entreprises abordaient la planification stratégique. Le voyage d'Ellie Patterson à Ellie Morgan était terminé, mais j'avais le sentiment que les chapitres les plus intéressants étaient encore à venir. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous d'être abonné pour ne pas manquer la conclusion dramatique de cette histoire de transformation. L'appel téléphonique qui a tout changé est arrivé un mercredi matin alors que je révisais des contrats dans mon bureau. Mon assistante m'a appelé avec une demande inhabituelle. Ellie, j'ai un producteur de 60 minutes en ligne. Ils veulent faire un reportage sur le redressement de Wellington Industries et l'essor du conseil préventif. Ils s'intéressent particulièrement à vous en tant que visage de cette nouvelle approche. 60 minutes, le magazine d'information le plus regardé en Amérique, l'émission qui pouvait faire ou défaire des réputations avec un seul reportage. Aucune pression. Dites-leur que je les rappellerai dans 1 heure, ai-je dit, ayant besoin de temps pour réfléchir aux implications. Ce n'était pas une publication économique ou une brève sur une chaîne d'information par câble. C'était la télévision en prime time, le genre d'exposition qui atteignait tout le monde en Amérique, y compris les gens dans les petites villes de Pennsylvanie qui pensaient que leur fille avait simplement déménagé pour le travail. Jennifer était en voyage, alors j'ai appelé Sarah à la place. 60 minutes veut m'interviewer, ai-je dit sans préambule. C'est incroyable, Ellie. C'est aussi terrifiant. Et si ta famille le voit? Je n'avais jamais explicitement raconté à Sarah les détails de ma disparition, juste que je m'étais disputé avec ma famille et que j'avais choisi de prendre un nouveau départ. Mais elle avait toujours été perspicace sur les choses que je ne disais pas, ouais. Est-ce que ce serait si grave? Je veux dire, tu as incroyablement réussi. Peut-être qu'ils seraient fiers. Ils ont eu 22 ans pour être fiers et n'ont pas réussi. L'amertume dans ma voix m'a surprise moi-même. Mais tu n'es plus cette fille invisible. Tu es Ellie Morgan, la superstar des affaires. Peut-être qu'ils te verraient différemment maintenant. J'ai réfléchi à cette conversation toute la journée. Ellie Morgan avait assez de succès pour que même les Patterson doivent reconnaître ses accomplissements. Mais voulais-je leur reconnaissance maintenant, après avoir construit une vie qui n'avait pas besoin de leur approbation? J'ai rappelé le producteur de 60 minutes. Je suis intéressé, mais j'ai des conditions sur ce que je discuterai et ne discuterai pas, comme quoi. La stratégie d'entreprise, la méthodologie de conseil, le redressement de Wellington, tout ça est acceptable. Le passé personnel, l'histoire familiale, tout ce qui précède le début de ma carrière, c'est hors limite. Il y a eu une pause. Cela pourrait en fait rendre l'histoire plus intrigante. L'entrepreneur mystérieuse qui ne veut pas parler de son passé. Très convaincant à la télévision. Génial. Rien de tel que d'être mystérieuse pour attirer exactement le genre d'attention que j'essayais d'éviter. L'interview a été programmée pour le mois suivant dans notre bureau. L'équipe de 60 minutes voulait capturer l'environnement où Ellie Morgan travaillait, montrer les symboles visuels de succès qui renforçaient le récit de quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien. Ils ont passé 3 jours à filmer, interview, plan du bureau, réunion avec des clients qui avaient accepté de participer. La correspondante, Margaret Chen, était minutieuse mais respectueuse de mes limites. Elle m'a posé des questions sur ma philosophie d'entreprise, ma méthodologie, mes prédictions pour l'industrie. Elle n'a pas insisté quand j'ai esquivé les questions personnelles. Vous avez construit quelque chose de remarquable en très peu de temps, a-t-elle dit lors d'une de nos conversations. La plupart des gens voudraient parler du parcours qui les a menés ici. Le parcours n'est pas l'histoire, ai-je répondu. Les résultats sont l'histoire. Mais les téléspectateurs se connectent aux éléments personnels. Ils veulent comprendre ce qui pousse quelqu'un à réussir à votre niveau. Ce qui me motive,
c'est de voir les problèmes avant qu'ils ne deviennent des désastres et d'avoir les compétences pour les prévenir. Tout le reste n'est que du bruit de fond. Et Dieu sait que j'avais du bruit de fond à éviter. Elle a semblé accepter qu'Ellie Morgan était quelqu'un qui préférait laisser son travail parler de lui-même. Le reportage devait être diffusé un dimanche soir en mars. J'avais prévu de le regarder seul dans mon appartement avec une bouteille de bon vin et mon téléphone éteint. Quoi qu'il arrive après sa diffusion, je m'en occuperai lundi matin. Le reportage de 12 minutes a dépassé mes attentes. Ils se sont concentrés sur la reprise de Wellington Industries, ont interviewé des dirigeants qui ont crédité notre travail d'avoir sauvé leur entreprise, et ont positionné le conseil préventif comme une approche révolutionnaire qui changeait la façon dont les grandes entreprises fonctionnaient. Les visuels étaient parfaits. Mon bureau avec sa vue sur Manhattan, des images de moi présentant au conseil de Wellington, des témoignages de clients reconnaissants. J'avais l'air confiante, réussie et complètement en contrôle du récit. Le commentaire de clôture de Margaret était particulièrement gratifiant. Ellie Morgan représente une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui croient que la meilleure façon de résoudre une crise est de l'empêcher de se produire. Son approche a déjà fait économiser des centaines de millions de dollars à ses clients et pourrait bien changer la façon dont les entreprises américaines abordent la planification stratégique. Le reportage s'est terminé par un plan de moi dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon de la ville. L'image de quelqu'un qui avait conquis New York par le talent et la détermination. Mon téléphone a commencé à sonner avant la fin du générique. Nouvelle demande de clients, demande d'interview, félicitations de collègues. Le site web de Walsh & Morgan a planté à cause du volume de trafic. Mon assistante aurait des dizaines de messages qui l'attendaient lundi matin. Mais il y a eu un appel auquel j'ai répondu immédiatement. Sarah pleurait. Ellie, c'était incroyable. Tu avais l'air si professionnel, si réussi. Je suis si fier de toi. Merci. Bien que je commence à penser que j'aurais dû garder un profil plus bas. Tu plaisantes? Tu es sur le point de devenir la consultante en affaires la plus célèbre d'Amérique. Ça va tout changer. Elle avait raison. Ce niveau d'exposition attirerait l'attention de tout le monde. Clients, concurrents, journalistes et des gens de mon passé qui pourraient enfin faire le lien entre Ellie Morgan et Ellie Patterson. J'avais construit Ellie Morgan pour qu'elle soit impossible à ignorer. Mission accomplie. Mais alors que j'étais assise dans mon appartement cette nuit-là, regardant les lumières de la ville et pensant à la vie que j'avais créée, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais plus peur d'être découverte. J'étais devenu quelqu'un qui valait la peine d'être découvert. Si la famille Patterson voyait ce reportage et reconnaissait leur fille oubliée, ils verraient ce qu'ils avaient perdu en choisissant le match de baseball de Tommy plutôt que ma remise de diplôme. Ils verraient la personne dont ils auraient pu être fiers s'ils avaient pris la peine de remarquer que j'existais. Cette pensée aurait dû me satisfaire. Mais elle soulevait aussi une question à laquelle je n'étais pas prête à répondre. Que ferais-je s'ils essayaient vraiment de me trouver maintenant? La fille qui avait attendu 22 ans leur approbation obtiendrait-elle enfin son moment de vengeance? Ou Ellie Morgan prouverait-elle qu'elle n'avait vraiment plus besoin d'eux? J'avais le sentiment que j'étais sur le point de le découvrir. L'appel a commencé lundi matin. Mon assistante, Caroline, m'a appelé avec un ton apologétique. Ellie, j'ai quelqu'un en ligne 3 qui prétend être votre frère. Il dit que c'est une affaire de famille urgente. Dois-je prendre un message? Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Après 6 ans de séparation soigneusement construite, Tommy Patterson avait trouvé Ellie Morgan. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps. Dites-lui que je suis en réunion toute la journée et prenez ses coordonnées. Mais les appels ont continué. Ma mère le mardi après-midi, mon père le mercredi matin. Chaque fois, Caroline prenait poliment des messages pendant que j'étais assise dans mon bureau à me demander combien de temps je pourrais éviter l'inévitable. Les messages étaient ce à quoi je m'attendais. Reconnaissance choquée, affirmation de fierté pour mes accomplissements et demandes urgentes de parler d'affaires familiales. Aucune excuse pour avoir manqué ma remise de diplôme. Aucune reconnaissance des années d'invisibilité. Juste un intérêt soudain maintenant qu'Ellie Morgan était quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Quelle prévisibilité. Vendredi après-midi, Caroline a frappé à la porte de mon bureau avec une expression que j'avais appris à lire comme « situation nécessitant votre attention immédiate ». Ils sont là, dit-elle doucement. Qui est là? Vos parents et votre frère. Ils sont dans le hall et demandent à vous voir. La sécurité a appelé parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous,
mais ils insistent sur le fait que c'est une affaire de famille urgente. À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir la rue de Manhattan 40 étages plus bas. Des gens se déplaçant avec détermination, vivant leur vie, complètement inconscients que le monde soigneusement construit d'Ellie Morgan était sur le point d'entrer en collision avec le passé abandonné d'Ellie Patterson. Dites à la sécurité de les escorter jusqu'à la salle de conférence B. Et Caroline, libérez mon emploi du temps pour le reste de la journée. J'ai pris 5 minutes pour me ressaisir, vérifiant mon apparence dans le miroir et me rappelant qui j'étais maintenant. Ellie Morgan, associée fondatrice de Walsh & Morgan Consulting, quelqu'un qui commandait le respect et prenait des décisions qui affectaient les entreprises du Fortune 500. Pas Ellie Patterson, la fille invisible qui pouvait être négligée sans conséquence. Il se tenait près des fenêtres de la salle de conférence quand je suis entré, regardant la vue qui représentait tout ce que j'avais construit. Ma mère avait vieilli, ses cheveux étaient maintenant complètement gris. Mon père semblait plus petit, moins imposant qu'il ne l'avait semblé quand j'avais 22 ans. Tommy s'était étoffé, n'étant plus l'adolescent dont les matchs de baseball avaient été plus importants que ma remise de diplôme. Ellie, a soufflé ma mère, se tournant vers moi avec des larmes aux yeux. Madame Morgan, ai-je corrigé, prenant place à la tête de la table de conférence. Et vous êtes ? Je n'ai pas pu m'en empêcher. La comédie a duré exactement 3 secondes avant que ma mère ne craque. Ma chérie, nous te cherchons depuis des années. Nous n'avions aucune idée que tu avais changé de nom, déménagé à New York. Nous t'avons vu à 60 minutes et nous ne pouvions pas croire que l'invisible Ellie Patterson était devenue quelqu'un qui valait la peine d'être reconnu. Les mots sont sortis plus brusques que je ne l'avais prévu, mais je ne les ai pas regrettés. Mon père s'est raclé la gorge. Ellie, tu seras toujours Ellie pour nous. Nous savons que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Nous voulons arranger les choses. Arranger les choses ? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, étudiant leur visage. Qu'est-ce qui, selon vous, a mal tourné exactement ? Tommy a parlé pour la première fois. Nous savons que nous t'avons blessé. Manquer ta remise de diplôme était inexcusable. Nous le regrettons chaque jour depuis. Chaque jour depuis, ai-je répété. Intéressant, parce qu'il vous a fallu 6 ans et une apparition à la télévision nationale pour le regretter assez pour me chercher. Le silence s'est étiré inconfortablement. Il s'attendait à des retrouvailles, à une réconciliation en larmes. Au lieu de cela, il faisait face à Ellie Morgan dans une salle de conférence de Manhattan, et Ellie Morgan ne fonctionnait pas selon les règles de la famille Patterson. Tu nous as manqué, a de nouveau essayé ma mère. La maison n'a pas été la même sans toi. Je n'en sais rien. Je n'y suis pas allé. C'est incroyable comme quelqu'un qui n'avait jamais été remarqué pouvait leur manquer. C'est ce que nous voulons changer, a dit mon père, se penchant en avant avec sérieux. Nous voulons que tu rentres à la maison. Que tu fasses à nouveau partie de la famille. J'ai failli rire. Après 6 ans à construire une vie sans eux, ils pensaient que j'abandonnerais tout pour retourner être invisible dans leur petite ville de Pennsylvanie. Et pourquoi ferais-je cela ? Parce que nous sommes une famille, a dit Tommy, comme si cela expliquait tout. Famille, ai-je répété, goûtant le mot. Dis-moi, Tommy, à quel poste jouais-tu au lycée ? Il avait l'air confus. Arrêt court, tu le sais bien. Quelle est ma couleur préférée ? Une autre pause. Quelle est la date de mon anniversaire ? Le silence était assourdissant. Vous voulez que je rentre à la maison pour faire partie d'une famille qui ne connaît pas mon anniversaire, mais qui se souvient de ton poste de baseball d'il y a 10 ans. L'ironie était presque poétique. Le visage de ma mère s'est décomposé. Nous savons que nous n'étions pas des parents parfaits. Parfaits ? Je me suis levé, me dirigeant vers la fenêtre. Vous avez oublié que j'existais, sauf si vous aviez besoin de quelque chose. Vous avez manqué chaque moment important de ma vie. Vous avez littéralement choisi le match de baseball universitaire de Tommy plutôt que ma remise de diplôme universitaire. Nous avons expliqué ça, a dit mon père sur la défensive. Il y avait des recruteurs. Il y avait toujours des recruteurs. Il y avait toujours quelque chose de plus important que ce dont Ellie avait besoin. Je me suis retourné pour leur faire face. Mais voici ce qui est intéressant. Vous avez trouvé Ellie Morgan. Vous avez retrouvé mon entreprise, trouvé comment passer la sécurité et exiger de me voir immédiatement. Quand c'était important pour vous, quand vous vouliez quelque chose, vous avez trouvé comment me trouver.
Nous voulions renouer avec notre fille, a dit ma mère. Votre fille, c'est ça? Je suis retourné à la table. Parlez-moi de votre fille. Qu'a-t-elle accompli? Qu'est-ce qui la passionne? Quels sont ses objectifs? Plus de silence. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Vous connaissez Ellie Morgan de la télévision, mais vous ne connaissez pas votre fille parce que vous n'avez jamais pris la peine d'apprendre qui elle était. Tommy a essayé une approche différente. Écoute, nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Cette entreprise, ton succès, c'est incroyable. Maintenant, vous êtes fiers. Maintenant que je suis quelqu'un que d'autres personnes reconnaissent. Le timing est fascinant. Vraiment, nous avons toujours été fiers, a insisté ma mère. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché mon calendrier. J'ai des réunions prévues avec 3 PDG du Fortune 500 la semaine prochaine. Je m'envole pour Londres le mois prochain pour un contrat de conseil d'une valeur supérieure à ce que la plupart des gens gagnent dans une vie. 60 minutes veut faire un reportage de suivi sur les changements de l'industrie que mon travail a créé. J'ai fermé l'ordinateur portable et les ai regardés chacun leur tour. Ellie Morgan est occupée. Ellie Morgan compte. Ellie Morgan a des gens qui apprécient son temps et son expertise. Je me suis relevé, lissant ma jupe. Ellie Patterson était invisible. Ellie Morgan est impossible à ignorer. Ce n'est pas un accident. C'est un choix que j'ai fait quand j'ai décidé d'arrêter d'attendre que vous remarquiez mon existence. Nous voulons t'aider, a soudainement dit mon père. Soutenir ton entreprise. Investir dans ton succès. Les mots flottaient dans l'air comme une mauvaise odeur. Je les regardais fixement, traitant ce qu'il venait de proposer. L'audace était vraiment à couper le souffle. Investir dans mon succès? Nous avons bien réussi au fil des ans, a-t-il poursuivi, manquant complètement le ton glacial de ma voix. Nous pourrions fournir des capitaux pour l'expansion, t'aider à grandir encore plus vite. Ma mère a hoché la tête avec empressement. Nous savons que nous avons manqué de te soutenir avant, mais nous pouvons nous rattraper maintenant. La famille devrait se soutenir mutuellement. Tommy a sauté sur l'occasion avec ce qu'il pensait probablement être un enthousiasme utile. L'entreprise de construction de papa a vraiment réussi. Nous pourrions facilement investir quelques centaines de milliers de dollars dans ton cabinet de conseil. Quelques centaines de milliers dans Walsh & Morgan, qui valait déjà 8 chiffres et ne cessait de croître. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas rire. Laissez-moi comprendre, ai-je dit, retournant à mon siège. Vous voulez investir de l'argent dans mon entreprise? Exactement, a dit mon père, le soulagement inondant sa voix. Nous pouvons être partenaires, de vrais partenaires familiaux. Et en échange? En échange, tu rentres à la maison. Nous reconstruisons notre relation. Tu peux diriger ton entreprise de n'importe où de nos jours, n'est-ce pas? La technologie rend la localisation non pertinente. Je me suis assise lentement, mon esprit parcourant les implications de ce qu'il proposait. Il voulait me racheter, acheter une relation avec Ellie Morgan en investissant dans son succès. Le monde des affaires m'avait appris à reconnaître une OPA hostile quand j'en voyais une. Vous pensez que j'ai besoin de votre argent? Tout le monde peut utiliser plus de capital, a dit Tommy. Même les entreprises prospères ont besoin d'investisseurs. C'est vrai, ai-je convenu. Les entreprises ont besoin d'investisseurs. De bons investisseurs. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les rapports financiers de Walsh & Morgan. Les chiffres que j'allais partager n'étaient pas publics, mais ma famille était sur le point d'apprendre exactement ce qu'elle avait manqué en m'ignorant pendant 6 ans. Notre chiffre d'affaires l'année dernière était de 18 millions de dollars, ai-je dit nonchalamment, observant leur visage. La marge bénéficiaire était de 42%. Nous avons déjà 38 millions de dollars de contrats clients signés pour cette année, avec une liste d'attente d'entreprises demandant nos services. La couleur a quitté le visage de mon père. Notre expansion européenne est lancée le mois prochain avec des bureaux à Londres, Paris et Francfort. Notre division Asie-Pacifique ouvre à Singapour cet automne. D'ici la fin de l'année prochaine, Walsh & Morgan sera le plus grand cabinet de conseil préventif au monde. J'ai refermé l'ordinateur portable. Nous n'avons pas besoin d'investisseurs. Nous refusons chaque semaine des offres d'investissement de cabinets qui veulent nous racheter pour des montants qui feraient passer votre entreprise de construction pour un stand de limonade. Le silence dans la pièce était différent maintenant. Pas inconfortable, mais stupéfait.
L'entreprise dans laquelle vous voulez investir quelques centaines de milliers de dollars, ai-je poursuivi, vaut environ 85 millions de dollars. Ma valeur nette personnelle est d'un peu plus de 22 millions. La bouche de Tommy s'est littéralement ouverte. Au moins quelqu'un dans ma famille était enfin impressionné par quelque chose que j'avais accompli. Donc, quand vous proposez d'aider mon entreprise avec votre argent de la construction, ce que vous faites vraiment, c'est proposer d'acheter l'accès à une fille que vous n'avez pas pris la peine de remarquer quand elle n'était pas rentable. Ce n'est pas. Nous ne savions pas, a balbutié ma mère. Bien sûr que vous ne saviez pas. Parce que vous n'avez jamais demandé. En 6 ans, aucun de vous n'a essayé de me trouver jusqu'à ce que vous me voyiez à la télévision et que vous réalisiez que je pourrais valoir la peine d'être connu. Je me suis levé et je suis allé à nouveau à la fenêtre, regardant la ville où j'avais construit tout ce dans quoi ils essayaient maintenant d'acheter leur entrée. Voici ce qui est intéressant à propos des familles, ai-je dit sans me retourner. Les vraies familles se soutiennent avant le succès, pas après. Les vraies familles se présentent aux remises de diplômes même quand il y a des matchs de baseball. Les vraies familles remarquent quand quelqu'un disparaît pendant 6 ans. Nous avons fait des erreurs, a dit mon père doucement. Non, je me suis retourné pour leur faire face. Vous avez fait des choix. Des choix constants, encore et encore, pendant 22 ans. Vous avez choisi de m'ignorer, de me négliger et de m'oublier chaque fois que quelque chose de plus intéressant se présentait. Mais nous voulons arranger ça maintenant, a plaidé ma mère. Maintenant que je suis assez riche pour mériter votre attention. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit entièrement de l'argent. Si Ellie Morgan était encore une assistante administrative gagnant 30 000 $ par an, m'auriez-vous recherché après m'avoir vu dans un bref reportage d'information, ou auriez-vous dit, oh, regarde, c'est Ellie à la télé et seriez-vous retourné à votre vie normale? Aucun d'eux n'a répondu parce que nous connaissions tous la vérité. Vous voulez savoir ce qui est vraiment triste? Ai-je continué. J'aurais tout donné pour cette conversation il y a 6 ans. J'aurais été si reconnaissante pour votre attention, votre fierté, votre investissement dans ma vie. Je suis retourné à la table de conférence et j'ai posé mes mains sur le dossier de ma chaise. Mais Ellie Morgan n'a pas besoin de votre approbation. Elle n'a pas besoin de votre argent. Et elle n'a certainement pas besoin d'une famille qui ne se manifeste qu'après qu'elle soit devenue assez réussie pour compter. S'il te plaît, a dit ma mère, les larmes coulant maintenant librement. Nous savons que nous avons eu tort. Nous savons que nous t'avons blessé, mais nous sommes là maintenant. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Pendant un instant, j'ai presque vacillé. La fille qui avait attendu 22 ans qu'il la remarque voulait dire oui. Ça comptait pour tout. Mais Ellie Morgan savait mieux. Vous êtes ici maintenant parce que je vaux 85 millions de dollars. Si je ne valais rien, vous seriez encore en train de vous demander ce qui est arrivé à Ellie. Je me suis dirigé vers la porte. Voici ma contre-offre à votre proposition d'investissement. Prenez l'argent que vous vouliez me donner et faites en don à des bourses d'études pour les étudiants dont les familles ne peuvent pas se permettre de soutenir leur éducation. Des étudiants dont les parents cumulent 3 emplois pour payer les frais de scolarité. Des étudiants qui sont assis seuls à leur remise de diplôme parce que leur famille avait des choses plus importantes à faire. J'ai ouvert la porte de la salle de conférence. Caroline validera votre parking. La sécurité vous escortera jusqu'au hall. Ellie, s'il te plaît, a appelé mon père alors que je sortais dans le couloir. Je me suis retourné une dernière fois. Ellie Patterson est morte il y a 6 ans dans un parking d'université. Vous cherchez quelqu'un qui n'existe plus. Alors qui es-tu? A demandé Tommy désespérément. J'ai souri, et pour la première fois de toute la réunion, c'était sincère. Je suis Ellie Morgan. Et je suis tout ce qu'Ellie Patterson aurait pu être si quelqu'un avait pris la peine de remarquer qu'elle existait. Ils ne sont pas partis. Pendant 2 semaines après notre réunion en salle de conférence, la famille Patterson a lancé ce qui ne pouvait être décrit que comme une campagne pour me reconquérir. Ça a commencé par des fleurs livrées à mon bureau tous les jours, des arrangements coûteux avec des cartes signées, ta famille qui t'aime. Puis sont venues les lettres, manuscrites et sincères, détaillant des souvenirs que j'aurais apparemment dû chérir et s'excusant pour des oublis, qui étaient en fait une négligence systématique. Tommy s'est présenté à mon immeuble 2 fois, essayant de convaincre la sécurité qu'il devait livrer des documents familiaux urgents. Ma mère a appelé Walsh & Morgan à plusieurs reprises, prétendant qu'il y avait une urgence médicale qui nécessitait mon attention immédiate. Mon père a somehow obtenu le numéro direct de Caroline et a laissé des messages vocaux décousus sur à quel point je leur manquais.
C'était pathétique et manipulateur, et exactement ce à quoi j'aurais dû m'attendre de la part de gens qui n'avaient jamais appris à entendre le mot « non ». Certaines choses ne changent jamais. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir lorsque je suis rentré à mon Penthouse pour trouver ma mère assise dans le hall de mon immeuble. Le portier a été très compréhensif quand j'ai expliqué la situation, a-t-elle dit, se levant avec un soulagement évident quand elle m'a vu. Je lui ai dit que j'étais ta mère et que nous avions eu un malentendu. Lui as-tu dit que tu n'avais pas parlé à ta fille depuis 6 ans parce que tu avais oublié qu'elle existait? Ellie, s'il te plaît, pouvons-nous simplement parler? Vraiment parler? Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé monter dans mon appartement. Peut-être était-ce de la curiosité sur la nouvelle manipulation qu'elle tenterait. Ou peut-être qu'une partie de moi voulait encore entendre ce qui, selon elle, justifiait 6 ans de silence suivis de 2 semaines de harcèlement. Elle a traversé mon Penthouse comme si elle visitait un musée, touchant les meubles et fixant la vue avec un émerveillement évident. « Tu as si bien réussi », a-t-elle murmuré. « C'est incroyable. C'est chez moi. C'est comme sorti d'un magazine. » Elle s'est installée sur mon canapé, semblant petite et déplacée au milieu de l'élégance soignée que j'avais créée. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, Ellie. Même quand tu étais petite, tu étais si indépendante, si capable. Si facile à ignorer. Nous ne t'avons jamais ignoré, maman. » Je me suis assise en face d'elle, ma patience déjà à bout. Pouvons-nous sauter la partie de réécriture de l'histoire de cette conversation? Nous savons toutes les deux comment était mon enfance. Elle est restée silencieuse un moment, regardant ses mains. Je sais que nous n'étions pas des parents parfaits, mais nous t'aimions. Vous aimiez l'idée d'avoir une fille qui ne nécessitait aucune attention. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Je me suis penché en avant. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois avant de me voir à la télévision? Tu as changé de nom. Quand est-ce que tu as essayé de me trouver pour la dernière fois? Demander à des amis communs, chercher en ligne, engager un détective privé. Quand t'es-tu demandé pour la dernière fois si j'étais en sécurité, heureuse, vivante? Le silence s'est étiré entre nous. Nous avons supposé que tu allais bien. Tu retombes toujours sur tes pieds. Voilà. L'excuse qui justifiait 6 ans de désintérêt pour l'existence de sa propre fille. Certains schémas ne se brisent jamais. Ma mère s'est alors mise à pleurer. Le genre de larmes désespérées qui sont censées vous faire sentir coupable de causer de la peine. Je veux récupérer ma fille, a-t-elle sangloté. Je veux que nous soyons à nouveau une famille. Ta fille est morte, ai-je dit doucement. Elle est morte dans un parking il y a 6 ans quand elle a réalisé que sa famille préférait regarder un match de baseball plutôt que de célébrer la plus grande réussite de sa vie. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Ellie Patterson, la fille qui a attendu 22 ans que vous la remarquiez, est partie. Ellie Morgan a pris sa place. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé tellement d'années à essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je ne pouvais pas mériter votre attention. Votre fierté, votre reconnaissance de base. Je pensais que si je travaillais plus dur, que j'accomplissais plus, que je causais moins de problèmes, vous me verriez enfin. Je me suis retourné pour lui faire face. Mais il n'y a jamais eu rien qui n'allait pas chez moi. Le problème était que vous cherchiez des raisons de ne pas vous soucier plutôt que des raisons de remarquer. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Chaque réussite était rejetée parce que j'étais si indépendante. Chaque déception était ma responsabilité à gérer parce que j'étais si capable. Chaque anniversaire manqué ou événement oublié était acceptable parce que je comprenais que d'autres choses étaient plus importantes. Ma mère a essuyé ses yeux avec un mouchoir de son sac. Nous avons fait des erreurs. Mais les familles se pardonnent. Les familles surmontent les problèmes ensemble. Les familles surmontent les problèmes ensemble, ai-je convenu. Mais ce n'est pas un problème qui peut être surmonté. C'est 22 ans de négligence systématique suivis de 6 ans d'indifférence totale. Vous n'avez même pas remarqué que j'étais parti jusqu'à ce que je devienne assez réussi pour mériter d'être remarqué. Nous avons remarqué quand? Quand exactement avez-vous remarqué? Un autre long silence. Vous m'avez vu à 60 minutes et vous avez réalisé que vous aviez manqué l'occasion de vous attribuer le mérite de quelqu'un de réussi. C'est ce que vous avez réalisé. Je suis revenu vers l'endroit où elle était assise, regardant la femme qui m'avait donné naissance mais qui n'avait jamais pris la peine de me connaître. Voici ce qui va se passer.
Tu vas quitter mon appartement, mon immeuble et ma vie. Tu vas arrêter d'appeler mon bureau, d'envoyer des fleurs et de harceler mon personnel. Tu vas retourner en Pennsylvanie et vivre la vie que tu as choisie quand tu as décidé que je ne valais pas ton attention. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis absolument sérieuse. Ellie Morgan n'a pas de temps pour les gens qui ne se soucient d'elle que parce qu'elle est rentable. Ellie Morgan s'entoure de gens qui l'ont appréciée avant qu'elle ne vaille 22 millions de dollars. Je suis allé à la porte et je l'ai tenue ouverte. C'est un adieu. Pas un « à bientôt » ou on reste en contact. C'est un adieu pour toujours. Ma mère s'est levée lentement, son visage frappé. Tu le regretteras. La famille, c'est pour toujours. L'argent et le succès ne durent pas, mais la famille est toujours là. J'ai failli rire de l'ironie. Vous n'étiez pas là pour la remise de diplôme. Vous n'étiez pas là pour les anniversaires. Vous n'étiez pas là quand j'ai déménagé dans une nouvelle ville, commencé une entreprise ou construit la vie dans laquelle vous essayez maintenant d'acheter votre entrée. Vous n'étiez là pour rien de tout ça. J'ai fait un geste vers le couloir. La seule chose que la famille est garantie de faire pour toujours, c'est de vous décevoir quand vous en avez le plus besoin. Ellie Morgan a appris cette leçon et a tourné la page. Elle s'est dirigée vers la porte, mais s'est arrêtée sur le seuil. Je serai toujours ta mère. La biologie ne fait pas de vous une famille. L'attention, si. Et vous avez cessé de vous soucier de moi bien avant que je ne cesse d'être Ellie Patterson. Après son départ, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Manhattan, la ville qui avait accueilli Ellie Morgan et ne l'avait jamais fait se sentir invisible. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah. J'ai vu les nouvelles sur ta famille qui t'a retrouvé. Comment gères-tu ça? J'ai répondu par texto, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ont trouvé Ellie Morgan. Il y a une différence. Pour la première fois en 6 ans, je me sentais complètement libre. La fille qui avait attendu leur approbation était enfin vraiment morte. Seule Ellie Morgan restait. Et Ellie Morgan avait de meilleures choses à faire que de perdre son temps avec des gens qui ne l'aimaient que lorsqu'elle valait la peine d'être aimée. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle de conférence de Wellington Industries, regardant leur PDG présenter les résultats trimestriels qui prouvaient que notre conseil préventif leur avait fait économiser plus de 150 millions de dollars de pertes potentielles. Le succès était si significatif que d'autres entreprises du Fortune 500 restructuraient l'ensemble de leur processus de planification stratégique pour mettre en œuvre nos méthodologies. Ellie, a dit Marcus Wellington à la fin de la réunion, j'espère que vous savez que vous n'avez pas seulement sauvé notre entreprise. Vous avez révolutionné notre façon de penser les affaires entièrement. Le compliment aurait dû être satisfaisant, mais je me sentais surtout reconnaissante. Reconnaissante pour le travail qui me mettait au défi, les collègues qui me respectaient et la vie que j'avais construite, qui n'avait rien à voir avec le fait de gagner l'approbation de gens qui n'avaient jamais mérité mes efforts. Ce soir-là, je nettoyais mon bureau lorsque Caroline a frappé avec une enveloppe qui avait été livrée par coursier. Pas d'adresse de retour, a-t-elle dit. Mais le service de livraison a dit que c'était urgent. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal d'un petit journal de Pennsylvanie. Un entrepreneur local agrandit son entreprise de construction. L'article montrait mon père debout à côté d'un nouveau bâtiment, discutant de son succès et mentionnant sa famille, ma femme Diane, mon fils Tommy et ma fille qui travaillent dans les affaires à New York. Pas de nom, juste, ma fille qui travaille dans les affaires. Même après tout, après m'avoir vu à la télévision nationale et m'avoir retrouvé à Manhattan, je n'étais encore qu'une vague référence dans leur vie. Pas Ellie Morgan, entrepreneur à succès, pas même Ellie Patterson, la fille qu'ils avaient perdue. Juste, ma fille qui travaille dans les affaires. La constance était presque admirable. J'ai jeté la coupure à la poubelle et je n'ai ressenti que du soulagement. La vraie célébration a eu lieu la semaine suivante lorsque Jennifer et moi avons signé les contrats pour notre expansion internationale. Walsh & Morgan Consulting aurait des bureaux dans 8 pays d'ici 2 ans, et je superviserai la division de la stratégie mondiale. Tu te rends compte de ce que cela signifie, a dit Jennifer en sortant du bureau de l'avocat. Tu es sur le point de devenir l'une des stratèges d'entreprise les plus influentes au monde. Nous, ai-je corrigé. Nous sommes sur le point de devenir influentes. Ellie, tu as construit ça. J'ai aidé. Mais cette histoire de succès t'appartient. Ce soir-là, j'ai organisé un petit dîner dans mon penthouse pour les personnes qui avaient soutenu le parcours d'Ellie Morgan. Jennifer, Sarah, qui était venue de Denver,
Caroline et quelques autres collègues qui étaient devenus de véritables amis. Des gens qui me connaissaient, m'appréciaient et se présentaient quand c'était important. À Ellie Morgan, a levé son verre Jennifer, qui a prouvé que la meilleure vengeance est une vie si réussie qu'elle rend votre passé sans importance. À la famille choisie, ai-je répliqué, regardant autour de la table les visages qui étaient devenus plus familiers et importants que ceux avec lesquels j'étais né. Aux gens qui vous remarquent avant que vous ne valiez la peine d'être remarqués. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Sarah est restée. « Je peux te poser une question » a-t-elle dit alors que nous nous tenions près de la fenêtre surplombant Manhattan. « Toujours. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si ta famille s'était présentée à ta remise de diplôme ? J'ai sérieusement réfléchi à la question. Honnêtement, je pense que j'aurais passé ma vie entière à essayer de mériter leur approbation au lieu de construire quelque chose qui n'en avait pas besoin. Alors, tu es reconnaissante que ça se soit passé comme ça. Je suis reconnaissante d'avoir appris très tôt que leur approbation ne valait pas la peine d'être obtenue. Et je le pensais vraiment. Sarah m'a serré dans ses bras en partant, les larmes aux yeux. Je suis si fière de toi, Ellie. Pas parce que tu as réussi, mais parce que tu es devenue exactement qui tu étais censé être. Après le départ de tout le monde, je me suis assise seule dans mon bureau pentouse, travaillant sur une présentation pour le Forum économique mondial. Demain, je m'adresserai aux dirigeants d'entreprises mondiales sur l'avenir du Conseil stratégique. Le mois prochain, je serai la conférencière principale d'une conférence à Tokyo. L'année prochaine, Walsh & Morgan serait probablement acquise par un grand cabinet de conseil pour une somme qui ferait de moi l'une des femmes autodidactes les plus riches d'Amérique. La vie qu'Ellie Morgan avait construite dépassait tout ce qu'Ellie Patterson aurait pu imaginer, assise seule dans ce parking d'université il y a 6 ans. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai vu ta photo dans Forbes. Très fier. Papa. Je l'ai supprimé sans répondre. La fille qui avait attendu 22 ans pour ces mots était partie. Ellie Morgan n'avait pas besoin de la fierté de gens qui l'avaient offerte trop tard, et pour toutes les mauvaises raisons. J'ai terminé ma présentation, me suis versé un dernier verre de vin et je suis sorti sur ma terrasse. La ligne d'horizon de Manhattan scintillait en contrebas, chaque lumière représentant quelqu'un poursuivant sa propre version du succès et de l'importance. Quelque part là-bas, d'autres jeunes femmes étaient assises dans des parkings, se demandant pourquoi elles ne valaient pas le temps de leur famille. Quelque part, d'autres filles apprenaient à être invisibles dans leur propre maison. Quelque part, d'autres filles acceptaient qu'elles étaient douées pour prendre soin d'elles-mêmes parce que personne d'autre ne se souciait assez pour essayer. J'avais créé un fonds de bourse d'études au nom d'Ellie Morgan pour les étudiants de première génération issus de familles qui ne pouvaient ou ne voulaient pas soutenir leur éducation. J'avais pris la parole lors de conférences pour femmes d'affaires sur la construction du succès sans système de soutien traditionnel. J'avais embauché de jeunes femmes qui me rappelaient ma jeunesse et je m'assurais qu'elles sachent que leur contribution comptait. Ellie Morgan était devenue quelqu'un qui remarquait les gens qui avaient besoin d'être remarqués. Quelqu'un qui se présentait quand c'était important. Quelqu'un qui prouvait que la famille que l'on choisit pouvait être plus puissante que celle dans laquelle on est né. La transformation était complète. La fille qui avait été invisible était devenue impossible à ignorer. La fille qui avait été oubliée avait construit un héritage dont on se souviendrait longtemps après que les gens qui l'avaient négligée aient disparu. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus de récits de transformation et de résilience de la vie réelle. Rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par qui vous remarque. Elle est déterminée par ce que vous construisez lorsque vous vous remarquez enfin vous-même. Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est de réaliser que vous n'avez pas besoin de l'approbation que vous poursuiviez. Parfois, disparaître est la première étape pour devenir visible. Ellie Morgan le savait maintenant, et elle ne serait plus jamais invisible.